Agatha Christie, Ils étaient 10, précédemment publié sous le titre 10 petits nègres. Partie 5 du livre audio. Suite du chapitre 10. 5. La tempête redoublait de violence. Le vent cinglait en hurlant le pignon de la maison. Ils étaient tous assis dans le salon, abattus, serrés les uns contre les autres. Et, furtivement, ils s'observaient. Ils sursautèrent lorsque Rogers entra avec le plateau du thé. « Voulez-vous que je tire les rideaux ?» proposa-t-il. « Ça mettrait comme un peu de gaieté. » Avec leur accord, il ferma les rideaux et alluma les lampes. La pièce devint plus accueillante. Les ombres se dissipèrent un peu. Demain, sûrement, la tempête serait calmée et quelqu'un viendrait. Un bateau arriverait. « Désirez-vous servir le thé, mademoiselle Brent ?» demanda Vera Clayton. « Non, ma chère, je vous laisse faire, » répondit la vieille demoiselle. « Cette théière est trop lourde, et j'ai égaré 2 écheveaux de laine grise. C'est bien contrariant. » Vera se dirigea vers la table à thé. On entendit un joyeux tintement de porcelaine, comme un retour à la normale. Le thé, béni soit le rituel quotidien du thé de 5 heures. Philippe Lombard lança une remarque amusante. Blore en fit autant. Le docteur Armstrong raconta une histoire drôle. Le juge Wargrave, qui, d'ordinaire, abhorrait le thé, but le sien à petites gorgées, apparemment avec plaisir. Dans cette atmosphère détendue, Rogers réapparut. Un Rogers passablement agité. « Excusez-moi, monsieur, » balbutia-t-il sans s'adresser à personne en particulier. « Mais quelqu'un sait-il ce qu'est devenu le rideau de la salle de bain ?» Lombard leva vivement la tête. « Le rideau de la salle de bain ? De quoi diable parlez-vous, Rogers ? » « Il a disparu, monsieur. Volatilisé. Je faisais le tour de la maison pour fermer les rideaux quand je me suis aperçu que celui des toiles de la salle de bain n'était plus là. »« Il y était ce matin ?» s'enquit le juge Wargrave. « Oh oui, monsieur. »« C'était quel genre de rideau ?» intervint Blore. « De la toile cirée rouge, monsieur, assortie au carrelage. »« Et il a disparu ?» dit Lombard. « Disparu, monsieur. » Ils échangèrent des regards perplexes. « Bon, et alors ?» soupira Blore. « C'est insensé, d'accord, mais pas plus que le reste. En tout cas, ça n'a pas d'importance. On ne peut pas tuer quelqu'un avec un rideau en toile cirée. N'y pensez plus. »« Bien, monsieur. »« Merci, monsieur, » dit Rogers. Il sortit en refermant la porte derrière lui. Dans le salon, la chape de peur était retombée sur les invités. De nouveau, furtivement, ils s'observaient. 6. Le dîner fut servi, avalé, débarrassé. Un repas simple, à base de conserves. Après quoi, dans le salon, la tension devint presque insupportable. À 9 heures, Emily Brent se leva. « Je vais me coucher, » dit-elle. « Moi aussi, » dit Vera. Elles montèrent l'escalier, escortées de Lombard et de Blore. Arrivés sur le palier, les 2 hommes attendirent qu'elles soient entrées dans leurs chambres respectives et qu'elles aient fermé leurs portes. Ils entendirent le bruit de 2 verrous qu'on poussait et de 2 clés qu'on tournait. « Pas besoin de leur dire de s'enfermer, » fit Blore, hilar. « En tout cas, elles sont en sécurité pour la nuit, » répliqua Lombard. Il redescendit, suivi de Blore. 7. Les 4 hommes allèrent se coucher 1 heure plus tard. Ils se retirèrent ensemble. De la salle à manger, où ils mettaient le couvert du petit déjeuner, Rogers les vit monter l'escalier. Il les entendit s'arrêter sur le palier du 1er étage. Puis la voix du juge lui parvint. « Je ne saurais trop vous recommander, messieurs,
de fermer vos portes à clé. Sans oublier de caler une chaise sous la poignée, renchérit Blore. Il existe des moyens d'ouvrir une serrure de l'extérieur. L'ennui avec vous, mon cher Blore, murmura Lombard, c'est que vous connaissez trop de trucs. Bonne nuit, messieurs, dit le juge avec gravité. Puissions-nous tous nous retrouver sains et saufs demain matin. Rogers sortit de la salle à manger et grimpa furtivement l'escalier jusqu'à mi-étage. Il vit 4 silhouettes disparaître dans 4 chambres. Il entendit 4 clés tourner dans leur serrure et 4 verrous claquer. Il hocha la tête. « C'est bon, marmonna-t-il. » Il retourna dans la salle à manger. Oui, tout était prêt pour le lendemain matin. Son regard s'attarda sur le socle en verre, au centre de la table, et sur les 7 figurines de porcelaine qui y étaient disposées. Un sourire éclaira son visage. « En tout cas, je vais faire en sorte que personne ne vienne nous jouer des tours cette nuit, » murmura-t-il. Traversant la pièce, il ferma à clé la porte de communication avec l'office. Puis il sortit par celle qui donnait sur le hall, la ferma également à double tour et glissa la clé dans sa poche. Après avoir éteint les lumières, il monta rapidement l'escalier et entra dans sa nouvelle chambre. Il commença par jeter un coup d'œil dans la haute penderie, qui était la seule cachette possible. Puis, ayant fermé sa porte à clé et au verrou, il se prépara à se coucher. « Pas d'escamotage de petits soldats cette nuit, » dit-il tout haut. « J'ai veillé au grain. » Chapitre 11 1. Philippe Lombard se réveillait toujours à l'aube. Ce matin-là ne fit pas exception à la règle. Il se souleva sur un coude et tendit l'oreille. Le vent avait un peu faibli, mais soufflait encore. En revanche, la pluie semblait avoir cessé. À 8 heures, le vent redoubla, mais Lombard ne l'entendit pas. Il s'était rendormi. À 9h30, assis au bord de son lit, il regarda sa montre. Il la porta à son oreille. Ses lèvres se retroussèrent, esquissant ce curieux sourire carnassier qui lui était propre. « Je crois que le moment est venu de faire quelque chose, » murmura-t-il. À 10h moins 25, il frappait à la porte de Blore. Celui-ci ouvrit avec circonspection. Il avait les cheveux ébouriffés, les yeux encore ensommeillés. « Vous faites le tour du cadran ?» dit aimablement Lombard. « Ma foi, ça prouve que vous avez la conscience tranquille. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Blore d'un ton bref. « Est-ce qu'on vous a appelé ou apporté du thé? Vous savez l'heure qu'il est ?» Blore jeta un coup d'œil à la pendulette de voyage qui se trouvait sur sa table de chevet. 10h moins 25 ? Je n'aurais jamais cru que je pourrais dormir si longtemps. Où est Rogers ? C'est là que l'écho répond « Où ?» Qu'est-ce que ça veut dire ? demanda vivement Blore. Ça veut dire que Rogers a disparu. Il n'est ni dans sa chambre, ni ailleurs. Il n'y a pas de bouilloire sur le fourneau, et le feu n'est même pas allumé. Blore poussa un juron étouffé. Où diable peut-il être ? En vadrouille sur l'île ? Le temps que je m'habille, allez voir si les autres savent quelque chose. Philippe Lombard hocha la tête. Il passa en revue la rangée de portes closes. Il trouva Armstrong debout et presque prêt. Le juge Wargrave, tout comme Blore, dut être tiré du lit. Vera Claythorne était habillée. La chambre d'Emily Brent était vide. Le petit groupe fit le tour de la maison. Comme l'avait annoncé Philippe Lombard, Rogers n'était pas dans sa chambre. Le lit était défait, son rasoir, son gant de toilette et son savon étaient mouillés. « En tout cas, il s'est levé, » dit Lombard. D'une voix sourde, qu'elle s'efforçait de rendre ferme et assurée, Vera dit « Vous ne croyez pas qu'il est caché quelque part, à nous guetter ?»« Je suis prêt à croire n'importe quoi, de n'importe qui, ma chère petite, » répondit Lombard. « Je propose que nous restions ensemble jusqu'à ce que nous l'ayons retrouvé.
Il doit être quelque part sur l'île, dit Armstrong. Blore, qui les avait rejoints, habillé mais non rasé, intervint. Et où est passée mademoiselle Brent? Ça aussi, c'est un mystère. Mais comme il débouchait dans le hall, Emily Brent arriva par la porte d'entrée. Elle était en imperméable. « La mer est toujours aussi forte, annonça-t-elle. Je serais surprise qu'un bateau puisse venir aujourd'hui. »« Vous êtes allée vous promener toute seule dans l'île, mademoiselle Brent ?» s'exclama Blore. « Vous vous rendez compte que c'est la dernière chose à faire ?»« Je puis vous assurer, monsieur Blore, rétorqua mademoiselle Brent avec hauteur, que j'ai fait extrêmement attention. » Blore émit un grognement. « Vous avez aperçu Rogers ?» Mademoiselle Brent haussa les sourcils. « Rogers ? Non, je ne l'ai pas vu de la matinée. Pourquoi ?» Le juge Wargrave, rasé, habillé et dentier en place, descendit l'escalier. Il se dirigea vers la porte de la salle à manger, qui était ouverte. « Ah, le couvert du petit déjeuner est mis, à ce que je vois. »« Il a pu le faire hier soir, » dit Lombard. Ils entrèrent tous. Les assiettes et les couverts étaient soigneusement disposés. Les tasses alignées sur la desserte. Le dessous de plat de feutre prêt à recevoir la cafetière. Ce fut Vera qui s'en aperçut la première. Elle saisit le bras du juge, qui grimaça sous l'étreinte des doigts vigoureux. « Les petits soldats !» s'exclama-t-elle. « Regardez !» Il ne restait plus que 6 figurines de porcelaine au milieu de la table. 2. Ils le découvrirent peu après. Il était dans la buanderie, au fond de la cour. Il avait été surpris alors qu'il coupait du petit bois pour allumer la cuisinière. Il tenait encore la hachette à la main. Une hache plus grande, beaucoup plus lourde, était appuyée contre la porte. Le fer de l'instrument, souillé de taches brunâtres, ne correspondait que trop bien à la profonde blessure que Rogers avait à l'arrière du crâne. 3. C'est limpide, dit Armstrong. Le meurtrier s'est glissé derrière lui, a brandi la hache et la lui a abattue sur la tête en profitant de ce qu'il était penché. Blore était occupé à saupoudrer de farine le manche de la hache. « Le coup exigeait-il une grande force physique, docteur ?» demanda le juge Wargrave. « Une femme aurait pu le faire. Si c'est ce que vous voulez savoir, » répondit Armstrong avec gravité. Il lança un rapide regard circulaire. Vera Clayton et Emily Brent s'étaient retirées dans la cuisine. La fille aurait pu le faire sans problème. Elle est du genre athlétique. Quant à mademoiselle Brent, elle est frêle en apparence, mais, sous leur aspect filiforme, ces femmes-là sont souvent très vigoureuses. Et n'oubliez pas qu'un individu mentalement dérangé possède des réserves de force insoupçonnées. Le juge acquiesça, pensif. Blore se redressa avec un soupir. « Pas d'empreinte, dit-il. Le manche a été essuyé après coup. » Un rire éclata dans leur dos qui les fit se retourner d'un bloc. Vera Clayton était plantée au milieu de la cour. D'une voix stridente, secouée par l'hilarité, elle s'écria. « Est-ce qu'on élève des abeilles sur cette île ? Dites-moi un peu ça. Le miel, où va-t-on le chercher ? Ha ha !» Ils la regardèrent sans comprendre. On aurait pu croire que la jeune femme, d'ordinaire saine et équilibrée, était devenue folle sous leurs yeux. De la même voix aiguë, elle reprit. « Ne faites pas cette tête-là. On dirait que vous me prenez pour une folle. Ma question tombe pourtant sous le sens. Abeille, rucher, abeille. Allons, vous ne comprenez pas. Vous n'avez donc pas lu cette comptine idiote ? Elle est accrochée dans toutes les chambres pour que chacun puisse l'étudier à loisir. Si nous avions eu un tant soit peu de jugeote, nous serions venus tout droit ici. 7 petits soldats débitaient du petit bois. Et le couplet suivant.
Je les connais tous par cœur, vous pouvez me croire. 6 petits soldats s'amusaient au rucher. Voilà pourquoi je vous demande si on élève des abeilles sur cette île. C'est drôle, non? Vous ne trouvez pas ça gondolant? Elle repartit d'un grand rire hystérique. Le docteur Armstrong fit un pas vers elle et la gifla du plat de la main. Le souffle coupé, Vera octa, déglutit. Elle resta un moment immobile. « Merci, dit-elle enfin. Ça va, maintenant. » Elle avait retrouvé sa voix calme, normale. La voix du professeur d'éducation physique efficace avant tout. « Nous vous préparons le petit déjeuner, mademoiselle Brent et moi, dit-elle, avant de tourner les talons et de regagner la cuisine. Pouvez-vous nous apporter du petit bois pour allumer le feu? Les doigts du médecin lui avaient laissé des marques rouges sur la joue. Comme elle entrait dans la cuisine, Blore commenta. « Pas à dire, docteur. Vous avez réagi vite et fort. »« Bien obligé, » répondit Armstrong sur un ton d'excuse. « Nous ne pouvons pas nous offrir des crises d'hystérie en plus du reste. »« Elle n'est pourtant pas du genre hystérique, » dit Philippe Lombard. Armstrong en convint. « Oh non, c'est une fille parfaitement saine et raisonnable. Simple réaction au choc. Ça peut arriver à n'importe qui. » Avant d'être tué, Rogers avait débité une certaine quantité de petits bois. Ils le rassemblèrent et l'emportèrent à la cuisine. Vera et Emily Brent étaient occupées. Mademoiselle Brent a tisonné la cuisinière, Vera a découiné le bacon. « Merci, dit Emily Brent. Nous allons faire le plus vite possible. Comptez une demi-heure ou 3/4 d'heure. Le temps de faire chauffer la bouilloire. » 4. « Savez-vous ce que je pense ?» murmura d'une voix sourde l'ex-inspecteur Blore à Philippe Lombard. « Puisque vous allez me le dire, répondit Philippe Lombard, pas la peine que je me creuse la cervelle à deviner. » L'ex-inspecteur Blore était un homme d'un grand sérieux. Il ne comprenait pas l'humour. Il poursuivit, imperturbable. « Il y a eu une affaire célèbre, en Amérique. Un vieux monsieur et sa femme. Tous les deux tués à coups de hache. En plein milieu de la matinée. Personne dans la maison, à part la fille et la bonne. La bonne, c'était prouvé, ne pouvait pas avoir fait le coup. La fille était une respectable demoiselle entre deux âges. Ça paraissait incroyable. Tellement incroyable qu'on l'a acquittée. Mais on n'a jamais trouvé d'autre explication. J'ai repensé à cette histoire quand j'ai vu la hache. Et quand je l'ai vue, elle, dans la cuisine, si calme, si impeccable. Ça ne lui avait fait ni chaud ni froid. La fille, elle, pique une crise de nerfs. Ça, c'est normal. C'est le genre de réaction à laquelle on s'attend en pareil cas, pas vrai? Peut-être bien, répondit Philippe Lombard, laconique. Mais l'autre, poursuivit Blore, si nette, si guindée, drapée dans ce tablier, celui de Madame Rogers, je suppose, et qui vous dit froidement « Le petit déjeuner sera prêt dans une demi-heure. » Si vous voulez mon avis, cette bonne femme est folle à lier. Des tas de vieilles filles finissent comme ça. Pas par commettre des meurtres en série, non, mais par perdre la boule. Malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. La folie mystique. Elle se prend pour l'instrument de Dieu, quelque chose comme ça. Elle passe des heures dans sa chambre à lire la Bible, vous savez. Ce n'est pas forcément une preuve de déséquilibre mental, soupira Philippe Lombard. Mais Blore, têtu comme une mule, se cramponnait à son idée. Et puis ce matin, elle est sortie, en imperméable, histoire d'aller regarder la mer. C'est du moins ce qu'elle raconte. Lombard secoua la tête. Rogers a été tué alors qu'il coupait du bois, c'est-à-dire juste après s'être levé. La Brent n'aurait eu aucune raison de se balader pendant des heures une fois son crime commis.
À mon avis, le meurtrier de Rogers se serait plutôt arrangé pour qu'on le trouve en train de ronfler dans son lit. Le point important vous échappe, monsieur Lombard. Si cette femme était innocente, elle aurait eu bien trop la frousse pour aller se promener toute seule. Elle ne pouvait le faire que si elle était sûre qu'elle n'avait rien à craindre. Autrement dit, si c'était elle la meurtrière. Oui, c'est un bon argument, reconnut Philippe Lombard. Je n'y avais pas pensé. En tout cas, content de voir que vous ne me soupçonnez plus, ajouta-t-il avec un mince sourire. C'est vrai que j'avais d'abord misé sur vous, avoua Blore penaud, à cause du revolver et de la curieuse histoire que vous avez racontée, ou plutôt que vous n'avez pas racontée. Mais je me rends compte maintenant que c'était un peu trop évident. Vous êtes du même avis en ce qui me concerne, j'espère, reprit-il après un silence. Je peux me tromper, bien sûr, mais je ne pense pas que vous ayez l'imagination nécessaire, répondit Lombard, songeur. Tout ce que je peux dire, c'est que si c'est vous l'assassin, vous êtes un sacré comédien, et je vous tire mon chapeau. Il baissa la voix. Entre nous, Blore, et puisque nous serons sans doute tous les deux transformés en Maccabées d'ici 24 heures, vous pouvez me le dire. Vous avez bien fait un faux témoignage, n'est-ce pas? Mal à l'aise, Blore se dandina d'un pied sur l'autre. Ça n'a plus grande importance, maintenant, répondit-il enfin. Bon, d'accord. Landor était innocent. Le gang m'avait graissé la patte, et nous nous sommes arrangés pour l'expédier en tôle. Mais attention, hein, pas question que je l'avoue en présence de témoins, acheva Lombard avec un grand sourire. Ça restera entre nous. J'espère au moins que vous avez touché un joli paquet. Pas autant que j'aurais dû. Des radins, les gars du gang Purcell. Mais enfin, j'ai eu mon avancement. Et Landor a été condamné et il est mort en prison. Je ne pouvais pas prévoir qu'il allait mourir, hein, protesta Blore. Non, malheureusement pour vous. Pour moi? Pour lui, vous voulez dire. Pour vous aussi? Parce que, à cause de ça, on dirait bien que votre existence va être désagréablement écourtée. La mienne? Fit Blore en écarquillant les yeux. Parce que vous croyez peut-être que je vais finir comme Rogers et les autres? Jamais de la vie. Je fais extrêmement attention à moi, vous pouvez me croire. Oh bon, je ne suis pas homme à parier, dit Lombard. De toute façon, si vous êtes mort, ce n'est pas vous qui viendrez me payer. Dites donc, monsieur Lombard, qu'entendez-vous par là? Philippe Lombard sourit de toutes ses dents. J'entends par là, mon cher Blore, qu'à mon avis, vous n'avez pas une chance. Quoi? Votre manque d'imagination fait de vous la cible idéale. Un assassin aussi machiavélique qu'Anonheim aura votre peau à la minute précise qu'il ou elle aura choisie. Le visage de Blore vira au cramoisi. Et vous, alors? Lança-t-il avec colère. Philippe Lombard prit une expression dure, redoutable. Moi? J'ai de l'imagination à revendre. Je me suis déjà trouvé dans des situations difficiles, et je m'en suis toujours sorti. Je pense, je dis bien, je pense que je me sortirai aussi de celle-là. 5. Les œufs cuisaient dans la poêle. Tout en faisant griller du pain, Véra pensait. Qu'est-ce qui m'a pris de piquer cette crise de nerfs? C'était une erreur. Du calme, ma fille, du calme. Après tout, ne s'était-elle pas toujours targuée de son parfait équilibre? Mademoiselle Claythorne a été extraordinaire. Elle n'a pas perdu la tête. Elle a tout de suite plongé pour rattraper Cyril. Pourquoi penser à ça maintenant? C'était fini, terminé. Cyril avait disparu bien avant qu'elle n'atteigne le rocher. Elle s'était sentie emportée par le courant, entraînée vers le large. Elle s'était laissée porter, nageant à petites brasses, faisant la planche, jusqu'à ce que le bateau arrive enfin. Tout le monde avait vanté son courage, son sang-froid, sauf Hugo. Hugo,
lui, l'avait juste dévisagé. Mon Dieu, que ça faisait mal, encore maintenant, de penser à Hugo. Où était-il? Que faisait-il? Était-il fiancé? Marié? Vera, ce toast est en train de brûler, lui dit Emily Brent d'un ton sec. Oh, je suis désolée. C'est vraiment idiot de ma part. Emily Brent sortit le dernier œuf du beurre grésillant. Tout en mettant une nouvelle tranche de pain dans le toaster, Vera remarqua avec curiosité. « Vous êtes formidablement calme, mademoiselle Brent. » Emily Brent pinça les lèvres. « On m'a appris à garder la tête froide et à ne jamais faire de simagrée. » Une enfance refoulée, pensa machinalement Vera. Cela peut expliquer bien des choses. « Vous n'avez pas peur ? demanda-t-elle. Après un silence, elle ajouta. « Ou est-ce que ça vous est égal de mourir ?» Mourir. Ce fut comme si une petite vrille bien aiguisée s'enfonçait dans le magma pétrifié du cerveau d'Emily Brent. Mourir ? Mais elle n'allait pas mourir, elle. Les autres mourraient, oui, mais pas elle. Cette fille n'y comprenait rien. Émilie n'avait pas peur. Bien sûr que non. Les Brent ignoraient la peur. Dans la famille, on était militaire de père en fils. On regardait la mort en face, sans scier. On menait une vie droite. Tout comme elle, Emily Brent avait mené une vie droite. Elle n'avait jamais rien fait dont elle pût avoir honte. Par conséquent, il était clair qu'elle n'allait pas mourir. Le Seigneur prend soin de ses créatures. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Il faisait grand jour, maintenant. Elle n'éprouvait nulle terreur. Aucun de nous ne quittera cette île. Qui avait dit cela? Ah oui, le général MacArthur, dont le cousin avait épousé Elsie Macpherson. Ça n'avait pas semblé le troubler outre mesure. Il avait même paru, oui, soulagé à cette perspective. Immoral. C'était presque sacrilège, un sentiment pareil. Certaines personnes font si peu de cas de la mort qu'elles en arrivent à attenter à leur vie. Béatrice Taylor. Cette nuit, Emily Brent avait rêvé de Béatrice. Rêvé qu'elle était là, dehors, le visage pressé contre la vitre, à implorer en gémissant qu'on la laisse entrer. Mais Emily Brent n'avait pas voulu la laisser entrer, parce que, si elle l'avait fait, quelque chose de terrible serait arrivé. Dans un sursaut, Emily revint à la réalité. Cette fille la regardait d'un drôle d'air. « Tout est prêt, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un entrain forcé. « Alors, servons le petit déjeuner. » 6. Ce fut un repas étrange. Chacun se montrait d'une prévenance extrême. « Voulez-vous encore un peu de café, mademoiselle Brent ? Une tranche de jambon, mademoiselle Clayton ? Un autre toast ? 6 personnes, extérieurement calmes et normales. Mais intérieurement, des pensées qui tournaient en rond comme des écureuils en cage. Et maintenant, qui ? Lequel ? Est-ce que ça peut marcher ? Je me le demande. Mais ça vaut le coup d'essayer. Si nous en avons le temps, si seulement nous en avons le temps. Folie mystique, à tous les coups. Pourtant, à la regarder, on ne croirait jamais. Et si je me trompais ? C'est dingue, tout est dingue, je deviens dingue. De la laine qui disparaît, des rideaux en toile cirée rouge, ça n'a ni queue ni tête. Je n'arrive pas à piger. L'imbécile, il a cru tout ce que je lui disais. Simple comme bonjour. Je dois quand même faire attention, très attention.
6 figurines de porcelaine. Plus que 6. Combien en restera-t-il ce soir? Qui veut le dernier œuf? Un peu de confiture. Merci. Voulez-vous que je vous coupe une tranche de pain? 6 personnes au petit déjeuner qui se comportaient normalement. Chapitre 12. 1. Le repas était terminé. Le juge Wargrave s'éclaircit la gorge. D'une voix ténue, mais pleine d'autorité, il déclara : « Il serait sage, je pense, de nous réunir pour discuter de la situation. Disons, dans une demi-heure, au salon. » Chacun donna son accord dans un murmure général. Vera entreprit d'empiler les assiettes. « Je vais desservir et faire la vaisselle. »« Nous allons tout vous apporter à l'office, » dit Philippe Lombard. « Merci. » Emily Brent se leva et se rassit aussitôt. « Allons bon. »« Ça ne va pas, mademoiselle Brent ?» s'enquit le juge. « Je suis désolée, » dit Emily d'un ton d'excuse. « J'aurais voulu aider mademoiselle Claythorne, mais je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens un peu étourdie. » Le docteur Armstrong s'approcha d'elle. « Étourdie, hein ? C'est bien naturel. Le contre-coup. Je peux vous donner quelque chose pour... »« Non !» Le cri avait jailli des lèvres d'Émilie avec la violence d'une grenade explosive. Ils en restèrent tous pantois. Le docteur Armstrong rougit violemment. La peur et la méfiance se lisaient clairement sur le visage de mademoiselle Brent. « À votre aise, mademoiselle, » répondit-il avec raideur. « Je ne veux rien prendre, » dit-elle. « Rien du tout. Je vais rester tranquillement assise jusqu'à ce que ça passe. » Ils achevèrent de débarrasser la vaisselle du petit déjeuner. « Je suis un homme d'intérieur, » dit Blore. « Je vais vous donner un coup de main, mademoiselle Claythorne. »« Merci. » Emily Brent resta seule dans la salle à manger. Pendant un moment, elle entendit un léger murmure de voix en provenance de l'office. Son vertige se dissipait. Elle se sentait engourdie, maintenant, comme si elle était à 2 doigts de s'assoupir. Elle avait un bourdonnement dans les oreilles. Ou bien était-ce un bourdonnement dans la pièce ? « On dirait une abeille, » pensa-t-elle. Elle ne tarda pas à la voir. L'abeille grimpait à la vitre de la fenêtre. Vera Claythorne avait parlé d'abeilles ce matin. D'abeilles et de miel. Elle aimait le miel en rayons qu'on faisait tomber goutte à goutte à travers un sac en mousseline. Ploc, ploc, ploc. Il y avait quelqu'un dans la pièce, quelqu'un de tout trempé, qui dégoulinait. Béatrice Taylor, sortie de la rivière. Émilie n'avait qu'à tourner la tête pour la voir. Mais elle n'arrivait pas à tourner la tête. Si elle appelait... Mais elle n'arrivait pas à appeler. Il n'y avait personne dans la maison. Elle était toute seule. Elle entendit des pas traînants, feutrés, qui approchaient par derrière, les pas trébuchants de la noyée. Un remugle d'humidité glacée remplit ses narines. Sur la vitre, l'abeille bourdonnait, et soudain, elle sentit la piqûre de l'abeille dans son cou. 2. Dans le salon, on attendait Emily Brent. « Voulez-vous que j'aille la chercher ?» proposa Vera Claythorne. « Attendez une seconde » lança Blore. Vera se rassit. Tout le monde regarda Blore d'un air interrogateur. « Écoutez, vous tous, dit-il. Voilà mon opinion. Il est inutile de chercher l'auteur de tous ces meurtres plus loin que la salle à manger, en cet instant même. Je suis prêt à jurer que cette femme est l'assassin qui nous nargue. »« Et le mobile ?» demanda Armstrong.
Folie mystique. Qu'en dites-vous, docteur ? C'est tout à fait possible, répondit Armstrong. Je n'ai pas d'argument à vous opposer. Mais nous n'avons aucune preuve. Je l'ai trouvé très bizarre, tout à l'heure, pendant que nous préparions le petit déjeuner à la cuisine, dit Vera. Ses yeux, elle frissonna. Vous ne pouvez pas la juger là-dessus, répliqua Lombard. En ce moment, nous avons tous tendance à débloquer. Il y a autre chose, insista Blore. Après le coup du gramophone, elle a été la seule à refuser de s'expliquer. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait aucune explication à fournir. Vera s'agita dans son fauteuil. Ce n'est pas tout à fait exact. Elle m'a tout raconté, plus tard. Et que vous a-t-elle raconté, mademoiselle Claythorne ? Demanda Wargrave. Vera répéta l'histoire de Béatrice Taylor. Voilà un récit dépourvu d'ambiguïté, fit observer le juge Wargrave. Pour ma part, je serais tenté de l'accepter sans réserve. Dites-moi, mademoiselle Claythorne, vous a-t-elle paru éprouver un sentiment de culpabilité ou de remords pour l'attitude qu'elle avait eue dans cette affaire ? Pas le moindre, répondit Vera. Elle était absolument imperturbable. Des cœurs de pierre, ces vieilles filles à principe, grommela Blore. Des envieuses, toutes autant qu'elles sont. Il est 11h moins 5, déclara le juge Wargrave. Je pense que nous devrions prier mademoiselle Brent de se joindre à notre assemblée. Vous ne comptez donc pas prendre des mesures ? Protesta Blore. Je ne vois pas bien quelles mesures nous pourrions prendre, répondit le juge. Nos soupçons, pour le moment, ne sont que des soupçons. Je demanderai néanmoins au docteur Armstrong d'observer de très près le comportement de mademoiselle Brent. Et maintenant, allons dans la salle à manger. Ils trouvèrent Emily Brent assise là où ils l'avaient laissée. De dos, ils ne remarquèrent rien d'anormal. Sinon qu'elle ne semblait pas les avoir entendus entrer. Et puis, ils la virent de face, le visage congestionné, les lèvres bleuies, les yeux révulsés. « Bon Dieu !» s'exclama Blore. « Elle est morte !» 3. Encore l'une de nous acquittée. Trop tard, fit la petite voix posée du juge Wargrave. Armstrong était penché sur la morte. Il lui renifla les lèvres, secoua la tête, lui examina les paupières. « De quoi est-elle morte, docteur ?» s'impatienta Lombard. « Elle allait très bien quand nous l'avons quittée. » L'attention d'Armstrong était concentrée sur une marque, du côté droit du cou. « Cette marque a été faite par une seringue hypodermique, dit-il. Un bourdonnement leur parvint de la fenêtre. « Regardez, une abeille !» s'écria Vera. « Rappelez-vous de ce que je vous ai dit ce matin. » « Ce n'est pas cette abeille qui l'a piqué, » fit observer Armstrong d'un air sombre. « C'est une seringue, tenue par une main humaine. »« Quel poison lui a-t-on injecté ?» demanda le juge. « A priori, un cyanure quelconque, » répondit Armstrong. « Probablement du cyanure de potassium, comme pour Anthony Marston. La mort par asphyxie a dû être instantanée. »« Mais cette abeille !» s'exclama Vera. « Ce n'est quand même pas une coïncidence ?» « Oh non, ce n'est pas une coïncidence, » répliqua Lombard, la mine farouche. « C'est la touche folklorique de notre assassin. Un sacré plaisantin, celui-là. Ça l'amuse de suivre au plus près les couplets de sa foutue comptine. » Pour la première fois, il parlait d'une voix tremblante, presque stridente, comme si ses nerfs, pourtant aguerris par une longue carrière de périls et d'aventures dangereuses, avaient fini par lâcher. « C'est fou, absolument fou !» lança-t-il avec violence. « Nous sommes tous fous !»« Nous avons encore, je l'espère, nos facultés de raisonnement, » dit calmement le juge. « Quelqu'un a-t-il apporté une seringue hypodermique dans cette maison ?» Le docteur Armstrong se redressa et,
d'une voix pas très assurée, répondit « Oui, moi ». 4 paires d'yeux se fixèrent sur lui. Il se raidit face à l'hostilité profonde, soupçonneuse, de tous ces regards. « J'en emporte toujours une avec moi, dit-il, comme la plupart des médecins. »« Cela va de soi, déclara le juge Wargrave sans s'émouvoir. Voulez-vous nous dire, docteur, où se trouve actuellement cette seringue ? Dans ma valise, dans ma chambre. Nous pourrions peut-être aller vérifier de ce pas, dit Wargrave. En une silencieuse procession, ils montèrent tous les 5 à l'étage. On vida par terre le contenu de la valise. La seringue n'y était pas. 4. Quelqu'un a dû me la prendre, s'écria Armstrong avec véhémence. Silence dans la pièce. Armstrong se tenait dos à la fenêtre. 4 paires d'yeux, soupçonneux et accusateurs, le fixaient. Il les observa tour à tour, de Wargrave à Vera, en répétant d'une voix faible, désemparée. « On a dû me la prendre, je vous dis. » Blore regarda Lombard, qui lui retourna son regard. « Nous sommes 5 dans cette pièce, » déclara le juge. « L'un de nous est un meurtrier. La situation comporte un grave danger. Tout doit être mis en œuvre pour protéger les 4 d'entre nous qui sont innocents. Docteur Armstrong, permettez-moi de vous demander quel médicament vous avez en votre possession ? » « J'ai là une petite trousse médicale, » répondit Armstrong. « Vous pouvez l'examiner. Vous y trouverez quelques somnifères, du trional et des comprimés de sulfonal, du bromure, du bicarbonate de soude et de l'aspirine. Rien d'autre. Je n'ai pas de cyanure en ma possession. »« Moi-même, j'ai des somnifères, » dit le juge. « Des comprimés de sulfonal, je crois. Je suppose qu'une dose suffisamment forte serait mortelle. » « Et vous, monsieur Lombard, vous avez un revolver. »« Et alors ?» repartit vivement Philippe Lombard. « Alors, voilà. Je propose que les médicaments du docteur Armstrong, mes comprimés de sulfonal, votre revolver, et toute autre drogue ou arme à feu pouvant se trouver dans cette maison, soient rassemblés et placés en lieu sûr, et que nous nous soumettions tous, ensuite, à une fouille, aussi bien corporelle que de nos affaires. » « Pas question que j'abandonne mon revolver, » s'emporta Lombard. « Monsieur Lombard, » dit sèchement Wargrave, « vous êtes un garçon vigoureux et solidement bâti. Mais l'ex-inspecteur Blore est également un homme de robuste constitution. J'ignore quelle serait l'issue d'une lutte entre vous deux, mais je puis vous certifier une chose. Blore aurait à ses côtés, pour lui prêter main forte dans la mesure de nos moyens, le docteur Armstrong, mademoiselle Claythorne et moi-même. Vous conviendrez donc que, si vous décidez de résister, vous aurez affaire à forte partie. » Lombard rejeta la tête en arrière et découvrit ses dents en un rictus féroce. « Oh bon, très bien. Puisque vous avez la situation en main. » Le juge Wargrave hocha la tête. « Vous êtes un garçon raisonnable. Où est-il, ce revolver ? » « Dans le tiroir de ma table de chevet. » « Bien. Je vais le chercher. Je pense qu'il serait souhaitable que nous vous accompagnions. » Avec un sourire encore plus carnassier, Philippe répliqua. « Sacrément méfiant, hein ?» Ils longèrent le couloir jusqu'à la chambre de Lombard. Philippe alla ouvrir d'un coup sec le tiroir de sa table de chevet. Il recula aussitôt en poussant un juron. Le tiroir était vide. 5. Satisfait ? demanda Lombard. Il s'était mis complètement nu. Et les 3 hommes l'avaient méticuleusement fouillé ainsi que sa chambre. Vera Claythorne attendait dehors, dans le couloir. La fouille se poursuivit avec méthode. Tour à tour, Armstrong, le juge et Blore furent soumis au même examen. Enfin, sortant de la chambre de Blore, ils s'approchèrent de Vera. Ce fut le juge qui prit la parole. « J'espère que vous comprendrez, mademoiselle Claythorne, que nous ne pouvons faire aucune exception. Il faut retrouver ce revolver. Vous avez un maillot de bain, je présume.
Vera acquiesça. « Dans ce cas, je vous demanderai d'aller l'enfiler dans votre chambre et de revenir ici ensuite. » Vera entra dans sa chambre et ferma la porte. Elle réapparut moins d'une minute plus tard, vêtue d'un maillot de satin moulant. Wargrave eut un hochement de tête approbateur. « Merci, mademoiselle Claythorne. À présent, si vous voulez bien rester ici, nous allons fouiller votre chambre. » Vera attendit patiemment dans le couloir. Lorsqu'ils eurent terminé, elle rentra se rhabiller et les rejoignit. « Nous sommes maintenant sûrs d'une chose, » déclara le juge. « Aucun de nous 5 n'a d'armes ni de drogue mortelle en sa possession. C'est un bon point d'acquis. Il nous reste à mettre les médicaments en lieu sûr. Il y a bien un coffre pour l'argenterie dans l'office, n'est-ce pas ? » « Tout ça, c'est bien joli, » dit Blore. « Mais qui en aura la clé ? Vous, je suppose. » Le juge Wargrave ne répondit pas. Il descendit à l'office, suivi des autres. Il y avait là un petit coffre prévu pour le rangement de l'argenterie. Sous la direction du juge, on y déposa les divers médicaments et on le ferma à clé. Puis, toujours sur les instructions de Wargrave, on hissa le coffre dans le vaisselier, qu'on ferma également à double tour. Le juge remit alors la clé du coffre à Philippe Lombard et celle du vaisselier à Blore. « Vous êtes physiquement les 2 plus forts, » leur dit-il. « Il serait difficile à l'un de vous de prendre sa clé à l'autre, et ce serait impossible à l'un de nous 3. Forcer la porte du vaisselier ou celle du coffre serait une méthode bruyante et peu pratique qui ne manquerait pas d'attirer l'attention. » Il s'arrêta un instant avant de poursuivre. « Reste un grave problème. Qu'est devenu le revolver de M. Lombard ? » « Son propriétaire doit le savoir mieux que personne, » dit Blore. Un sillon blême souligna les narines de Philippe Lombard. « Bougre de tête de mule, je vous répète qu'on me l'a volé. »« Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» s'enquit Wargrave. « Hier soir. Il était dans le tiroir quand je me suis couché, prêt à servir en cas de besoin. » Le juge hocha la tête. « On a dû le subtiliser ce matin, profitant de la confusion pendant que nous cherchions Rogers ou après que nous avons découvert son corps. »« Il doit être caché quelque part dans la maison, » dit Vera. « Il faut le chercher. » De l'index, le juge Wargrave se tapotait le menton. « Je doute qu'une perquisition donne des résultats. Notre assassin a eu tout le temps d'imaginer une bonne cachette. Ce revolver ne sera certainement pas facile à trouver. »« Je ne sais pas où il est, ce revolver, » intervint Blore avec force. « Mais je suis prêt à parier que je sais où se trouve autre chose. La seringue hypodermique. Suivez-moi. » Il sortit et leur fit faire le tour de la maison. Non loin de la fenêtre de la salle à manger, il trouva la seringue. Et, à côté, une figurine de porcelaine brisée. Le 5e petit soldat. Satisfait, Blore expliqua. Elle ne pouvait être que là. Après avoir tué mademoiselle Brent, le meurtrier a jeté la seringue par la fenêtre et a envoyé la figurine de porcelaine la rejoindre. Il n'y avait pas d'empreinte sur la seringue. On l'avait soigneusement essuyée. « À présent, cherchons ce revolver, » décréta Vera d'un ton décidé. « Certainement, » acquiesça le juge Wargrave. « Mais, ce faisant, prenons garde de rester tous ensemble. Dites-vous bien que, si nous nous séparons, nous donnons au meurtrier sa chance. » Ils fouillèrent la maison de la cave au grenier. Sans résultat. Le revolver demeura introuvable. Chapitre 13. 1. L'un de nous, l'un de nous, l'un de nous. 4 mots, inlassablement répétés, qui s'imprimaient heure après heure dans des cerveaux réceptifs. 5 personnes. 5 personnes qui avaient peur. 5 personnes qui s'épiaient mutuellement, qui ne prenaient même plus la peine de cacher leur tension nerveuse. Plus question de donner le change. Plus question de faire des frais pour sauver les apparences. Ils étaient 5 ennemis,
unis par un même instinct de conservation. Et voilà que, soudain, ils ressemblaient moins à des êtres humains. Ils régressaient au rang de bêtes. Telle une vieille tortue circonspecte, le juge Wargrave restait immobile, le dos rond, l'œil vif, aux aguets. L'ex-inspecteur Blore paraissait maintenant plus fruste et plus lourdeau. Sa démarche lente, feutrée, était celle d'un animal. Ses yeux étaient injectés de sang. Il y avait chez lui un mélange de férocité et de stupidité. On aurait dit une bête aux abois, prête à charger ses poursuivants. Philippe Lombard, lui, paraissait avoir les sens plutôt aiguisés qu'affaiblis. Ses oreilles réagissaient au moindre bruit. Son pas était plus léger, plus rapide. Son corps était souple et gracieux. Et il souriait souvent, lèvres retroussées sur ses longues dents blanches. Vera Claythorne était très silencieuse. Elle restait la plupart du temps recroquevillée dans un fauteuil, le regard perdu dans le vide, l'air hébété. Elle faisait penser à un oiseau qui s'est cogné la tête contre une vitre et qu'une main a ramassé. Il y reste niché, terrifié, incapable de bouger, espérant trouver son salut dans l'immobilité. Armstrong avait les nerfs en piteux état. Il était ravagé de tics et ses mains tremblaient. Il allumait cigarette sur cigarette et les écrasait presque aussitôt. L'inaction à laquelle ils étaient contraints semblait le miner plus que les autres. Par moments, il déversait nerveusement un déluge de paroles. Nous ne devrions pas rester là à ne rien faire. Il doit bien y avoir quelque chose. Il y a sûrement quelque chose à faire. Si nous allumions un feu. Par ce temps, soupira Blore, accablé. Il tombait à nouveau des cordes. Le vent soufflait par rafales irrégulières. Le tambourinement déprimant de la pluie les rendait fous. Sans se concerter, ils avaient adopté une même ligne de conduite. Ils restaient tous ensemble dans le grand salon. Une seule personne à la fois quittait la pièce. Les 4 autres attendaient le retour de la 5e. « Ce n'est qu'une question de temps, » dit Lombard. « La tempête va bien finir par se calmer et nous pourrons alors faire quelque chose, lancer des signaux, allumer des feux, fabriquer un radeau, que sais-je. » Armstrong émit une sorte de gloussement. « Une question de temps. De temps ? Mais nous n'en avons pas, justement. Nous serons tous morts. » De sa petite voix claire, chargée d'une détermination passionnée, le juge Wargrave intervint. « Pas si nous sommes prudents. Nous devons être très prudents. » Ils avaient dûment pris leur déjeuner à l'heure habituelle, mais sans aucune cérémonie. Ils s'étaient installés tous les 5 dans la cuisine. À l'office, ils avaient découvert une importante réserve de conserve. Ils avaient ouvert une boîte de langue en gelée et 2 boîtes de fruits au sirop. Ils avaient mangé debout autour de la table de la cuisine. Puis, toujours groupés, ils avaient regagné le salon, s'y étaient assis et restaient là à 6 pieds du regard. À présent, leurs esprits étaient traversés de pensées anormales, fiévreuses, morbides. « C'est Armstrong. Il vient de me lancer un regard en biais. Il a les yeux fous, complètement fous. Si ça se trouve, il n'est même pas médecin. Mais oui, c'est évident. C'est un dément, échappé d'un asile et qui se fait passer pour un médecin. C'est ça. Dois-je alerter les autres? Me mettre à hurler? Non, il ne faut pas le mettre sur ses gardes. Et puis, il a l'air si équilibré par moments. Quelle heure est-il? Seulement 3h15. Seigneur, la folie me guette, moi aussi. Oui, c'est Armstrong. Il est en train de m'épier. On ne m'aura pas, moi. Je suis de taille à me défendre. J'en ai vu d'autres. Où est ce revolver, bon Dieu? Qui l'a pris? Qui l'a en sa possession? Personne ne l'a sur lui, ça c'est sûr. Tout le monde a été fouillé. Personne ne peut l'avoir. Mais quelqu'un sait où il est. Ils deviennent fous. Ils vont tous devenir fous. La peur de la mort. Nous avons tous peur de la mort. Moi, j'ai peur de la mort.
Oui, mais ça n'empêche pas la mort de frapper. Le corbillard de monsieur est avancé. Où ai-je lu ça? La fille. Je vais surveiller la fille. Oui, je vais la surveiller. 4h moins 20. Seulement 4h moins 20. La pendule s'est peut-être arrêtée. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Ces choses-là n'arrivent pas dans la réalité. Et pourtant, c'est bien réel. Pourquoi est-ce qu'on ne se réveille pas? Réveille-toi. Le jour du jugement. Non, pas ça. Si seulement je pouvais réfléchir. Ma tête. Il se passe quelque chose dans ma tête. Elle va éclater. Elle va se fendre en deux. Ça n'arrive pas, ces choses-là. Quelle heure est-il? Seigneur, seulement 4h moins le quart. Je dois garder la tête froide. Garder la tête froide. Il suffit que je garde la tête froide. Tout est parfaitement clair, bien au point. Mais personne ne doit rien soupçonner. Il est possible que ça marche. Il le faut. Lequel? C'est toute la question. Lequel? Je pense. Oui, je pense. Oui, lui. Tous se sursautèrent en entendant l'horloge sonner 5 heures. Est-ce que quelqu'un veut du thé? Proposa Vera. Il y eut un moment de silence. J'en prendrai bien une tasse, articula enfin Blore. Vera se leva. Je vais le préparer. Vous pouvez tous rester là. Je pense, ma chère petite, que nous préférons vous accompagner et vous regarder faire, dit le juge Wargrave d'une voix douce. Vera ouvrit de grands yeux. Puis elle eut un rire bref, à la limite de l'hystérie. Bien sûr, dit-elle. Ça va de soi. 5 personnes allèrent dans la cuisine. Vera et Blore préparèrent et burent leur thé. Les autres prirent du whisky. Après avoir ouvert une bouteille capsulée et utilisé un siphon provenant d'une caisse clouée. Nous devons être très prudents, murmura le juge, un sourire reptilien sur les lèvres. Ils regagnèrent le salon. Bien que ce fût l'été, la pénombre envahissait la pièce. Lombard actionna l'interrupteur, mais les lampes ne s'allumèrent pas. « Bien sûr, dit-il, le groupe électrogène n'a pas été mis en route, puisque Rogers n'était pas là pour s'en occuper. » Après avoir hésité, il ajouta. « Nous pourrions aller le faire démarrer. »« J'ai vu un paquet de bougies à l'office, » déclara le juge Wargrave. « Autant s'en servir. » Lombard sortit. Les 4 autres restèrent à s'observer mutuellement. Il revint avec une boîte de bougies et une pile de soucoupes. On alluma 5 bougies que l'on répartit dans la pièce. Il était 6h moins le quart. 2. À 6h20, incapable de rester assise plus longtemps, Vera décida de monter dans sa chambre pour asperger d'eau froide sa tête et ses tempes douloureuses. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Mais, se rappelant qu'il n'y avait pas de lumière, elle revint prendre une bougie dans la boîte. Elle l'alluma, fit couler un peu de cire dans une soucoupe et l'y ficha solidement. Puis elle sortit de la pièce, fermant la porte derrière elle et laissant les 4 hommes ensemble. Elle monta l'escalier et longea le couloir jusqu'à sa chambre. Comme elle ouvrait la porte, elle s'arrêta brusquement, clouée sur place. Ses narines palpitèrent. La mer. L'odeur de la mer à Saint-Trédenick. C'était ça. Impossible de s'y méprendre. Évidemment, ça sentait aussi la mer sur une île. Mais là, c'était différent. C'était l'odeur qu'elle avait sentie sur la plage ce jour-là. À marée basse, avec les rochers couverts d'algues qui séchaient au soleil. « Je peux nager jusqu'à l'île, mademoiselle Claythorne ? Pourquoi je peux pas nager jusqu'à l'île ?» Horrible petit morveux, géniard et trop gâté. Sans lui, Hugo serait riche, libre d'épouser la fille qu'il aimait,
Hugo. Mais, n'était-ce pas Hugo, là, près d'elle? Non, il l'attendait dans la chambre. Elle avança d'un pas. Un courant d'air venant de la fenêtre souffla la bougie. La flamme vacilla et s'éteignit. Dans le noir, soudain, elle eut peur. « Ne sois pas ridicule, se réprimanda-t-elle. Tu n'as rien à craindre. Les autres sont en bas. Tous les 4. Il n'y a personne dans la chambre. C'est impossible. Tu te fais des idées, ma petite. » Pourtant, cette odeur, l'odeur de la plage de Saint-Trédnic, ce n'était pas un effet de son imagination. C'était réel. Et il y avait bel et bien quelqu'un dans la pièce. Elle venait d'entendre quelque chose. Elle était sûre d'avoir entendu quelque chose. Et alors qu'elle restait là, l'oreille aux aguets, une main froide et gluante lui frôla la gorge. Une main mouillée qui sentait la mer. 3. Vera hurla. Elle hurla, poussa des cris de peur panique, des appels à l'aide éperdus, désespérés. Elle n'entendit pas le remue-ménage au rez-de-chaussée. Chaises renversées, portes qu'on ouvre, pas précipités dans l'escalier. Elle n'avait conscience que de son indicible terreur. Elle recouvra ses esprits en voyant des lueurs tremblotantes sur le seuil, des bougies, des hommes qui s'engouffraient dans la pièce. « Que diable! Qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu! Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Elle frissonna, fit un pas en avant et s'effondra sur le plancher. À demi consciente, elle sentit que quelqu'un se penchait sur elle, la forçait à courber la tête entre les genoux. Une exclamation soudaine « Bon sang, regardez-moi ça !» la fit revenir à elle. Elle ouvrit les yeux, leva la tête et vit ce que regardaient les hommes aux bougies. Un large ruban d'algues humides pendait du plafond. Voilà ce qui, dans l'obscurité, s'était plaqué sur sa gorge. Voilà ce qu'elle avait pris pour une main gluante, la main d'un noyé revenu d'entre les morts pour lui serrer le cou jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus un souffle de vie. Elle éclata d'un rire hystérique. C'était une algue, rien qu'une algue, d'où l'odeur. De nouveau, elle fut prise de faiblesse. Des vagues de nausées se succédèrent. De nouveau, quelqu'un la força à se pencher en avant, la tête entre les genoux. Une éternité parut s'écouler. On lui offrait quelque chose à boire. On pressait le verre contre ses lèvres. Ça sentait le cognac. Elle était sur le point d'avaler l'alcool avec gratitude quand, soudain, une note d'avertissement, comme une sonnette d'alarme, tinta dans son cerveau. Elle se redressa, écarta le verre. « D'où vient ce cognac ?» demanda-t-elle d'un ton brusque. Blore la fixa un moment avant de répondre. « Je l'ai pris en bas. »« Je ne le boirai pas !» s'écria Vera. Un silence suivit, puis Lombard se mit à rire. « Bravo, Vera, vous ne perdez pas le nord, même si vous avez eu la frousse de votre vie. Je descends vous chercher une bouteille non débouchée. » Il sortit rapidement. « Ça va, maintenant, » chevrota Vera. « Je vais boire un peu d'eau. » Armstrong l'aida à se mettre debout. Cramponnée à lui pour ne pas tomber, elle tituba jusqu'au lavabo, ouvrit le robinet d'eau froide et le laissa couler avant de remplir son verre. « Ce cognac est tout à fait normal, » grommela Blore d'un ton vexé. « Qu'est-ce que vous en savez ?» contra Armstrong. « Je n'ai rien mis dedans, » répliqua Blore avec colère. « C'est ce que vous insinuez, je suppose. »« Je ne dis pas que vous l'avez fait, » déclara Armstrong. « Mais vous auriez pu le faire, ou quelqu'un d'autre aurait pu trafiquer cette bouteille en prévision de cet incident. » Lombard ne tarda pas à revenir. Il apportait une bouteille de cognac intacte et un tire-bouchon. Il brandit la bouteille capsulée sous le nez de Vera. « Et voilà, mon petit, pas l'ombre d'une entourloupe. » Il déchira le papier d'étain et ôta le bouchon. « Encore heureux qu'il y ait une bonne réserve d'alcool dans la maison. »
Délicate attention de anonyme. Un violent frisson parcourut Vera. Armstrong tint le verre pendant que Philippe versait le cognac. Vous feriez bien de boire ça, mademoiselle Claythorne, dit le médecin. Vous avez subi un sacré choc. Vera en but une gorgée. Son visage reprit des couleurs. En tout cas, voilà un meurtre qui ne s'est pas déroulé comme prévu, s'exclama Philippe Lombard en riant. Vous pensez qu'on voulait me tuer murmura Vera presque dans un souffle. Lombard hocha la tête. On espérait vous faire mourir de peur. Ça aurait pu marcher avec d'autres, pas vrai, docteur? Impossible à dire, répondit Armstrong sans se compromettre. Sujet jeune et en bonne santé, pas de faiblesse cardiaque, peu probable. D'un autre côté, il prit le verre de cognac que Blore avait apporté. Y trempa un doigt, le goûta avec précaution. Son visage ne changea pas d'expression. Le goût est normal, remarqua-t-il, perplexe. Furieux, Blore fit un pas en avant. Si vous insinuez que je l'ai trafiqué, je vous casse la gueule. Revigoré par le cognac, Vera fit diversion. Au fait, où est le juge? Les trois autres se regardèrent. Bizarre, j'étais persuadé qu'il nous avait suivis. Moi aussi, dit Blore. Votre avis, docteur? Vous êtes monté derrière moi. Je croyais qu'il me suivait, répondit Armstrong. Remarquez, c'est normal qu'il soit plus lent que nous. Il a son âge. De nouveau, ils échangèrent un regard. C'est sacrément étrange, murmura Lombard. Il faut aller à sa recherche, s'exclama Blore. Il se dirigea vers la porte. Les autres lui emboîtèrent le pas. Vera fermant la marche. Si ça se trouve, il est resté au salon, lança Armstrong tandis qu'ils descendaient l'escalier. Ils traversèrent le hall. Wargrave! Wargrave! Où êtes-vous? Appela Armstrong. Pas de réponse. À part le tambourinement de la pluie, un silence de mort régnait dans la maison. Sur le seuil du salon, Armstrong s'arrêta net. Les autres s'agglutinèrent autour de lui pour regarder par-dessus son épaule. Quelqu'un poussa un cri. Le juge Wargrave était assis dans son fauteuil à haut dossier, à l'autre bout de la pièce. 2 bougies allumées l'encadraient. Mais ce qui les stupéfia et les horrifia le plus, c'était qu'il siégeait en robe écarlate, avec une perruque de juge sur la tête. Le docteur Armstrong fit signe aux autres de rester en arrière. Titubant comme un homme ivre, il s'approcha de la silhouette silencieuse au regard fixe. Il se pencha, scruta le visage figé. Puis, d'un geste vif, il souleva la perruque. Celle-ci tomba par terre, découvrant le front haut et dégarni, avec, au beau milieu, une marque ronde, poisseuse, d'où quelque chose avait coulé. Le docteur Armstrong souleva la main inerte et chercha le pouls. Il se tourna vers les autres. « Tuée d'une balle dans la tête, » dit-il d'une voix sans timbre. Morte, lointaine. « Bon sang !» s'écria Blore. « Le revolver !» De la même voix inexpressive, le médecin poursuivit. La balle a traversé le crâne. Mort instantanée. Vera ramassa la perruque. Les chevaux de laine grise que mademoiselle Brent avait perdus, dit-elle d'une voix frémissante d'horreur. Et le rideau rouge qui avait disparu de la salle de bain, ajouta Blore. Voilà donc à quel usage on les destinait, murmura Vera. Soudain, Philippe Lombard éclata de rire. D'un rire haut perché, inquiétant. 5 petits soldats étudiaient le droit. L'un d'eux fut nommé juge, ma foi. N'en resta plus que 4. Ainsi finit le vieux Wargrave, grand pourvoyeur de la potence. Plus jamais il ne prononcera de sentence.
Plus jamais il ne coiffera la toque noire. C'est la dernière fois qu'il siège au tribunal. Plus jamais il n'enverra d'innocents à l'échafaud. Il rirait bien, Edward Seton, s'il était là. Seigneur, comme il rirait! Les autres furent surpris et choqués par son éclat. Pas plus tard que ce matin, s'écria Vera, vous prétendiez que c'était lui. Philippe Lombard changea d'expression, se rembrunit. Oui, c'est vrai, dit-il à voix basse. Eh bien, je me trompais. Encore un de nous dont l'innocence a été prouvée. Trop tard.